Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Mathieu Courtecuisse, le président du cabinet SIA Partners. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Alors vous avez suivi l'allocution, j'imagine, comme 30 millions de Français hier soir, du président, ce nouveau serrage de vis, tour de vis sanitaire. Mais, certains diront quand même pas de confinement strict, on n'est pas revenu au mois de mars dernier. Le retour progressif est attendu a priori à partir de la mi-mai. Le président qui nous demande de tenir encore 4 voire 6 semaines. Est-ce que pour vous, qui conseillait les entreprises, est-ce que pour vous ces nouvelles restrictions vont mettre encore sous tension, encore plus sous tension les entreprises? C'est une nouvelle épreuve pour nos entreprises. Disons que, évidemment, les secteurs qui sont l'objet d'une fermeture administrative, c'est toujours un drame et même si les compensations sont là, elles ne couvrent pas toujours l'intégralité des pertes. Je pense que oui, parce qu'il y a quand même des activités, notamment dans le monde du textile, de l'habillement, où c'est clair qu'il y a des pertes de chiffre d'affaires qui ne seront pas totalement compensées. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui dans le monde de la restauration, etc. Mais ce qui est quand même le plus important aujourd'hui, c'est que le moral des dirigeants, lui, est indexé à la campagne de vaccination, pas vraiment à ces annonces-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont l'œil rivé sur les pourcentages d'avancement. Le moral des patrons aujourd'hui est indexé sur la campagne de vaccination. Oui, rien d'autre. À l'inverse, le moral des troupes, on va dire, lui est plus indexé à ce qui se passe dans le quotidien. Et là, il y a un petit décrochage qu'on constate aujourd'hui dans les entreprises entre les dirigeants qui ont l'œil rivé sur la suite et les troupes qui sont un peu fatiguées et lassées par ça. Alors les dirigeants, c'est très important parce que on sait aussi que les mouvements de part de marché, ils s'opèrent pendant les crises et pendant les phases de reprise. Et le vrai sujet qui est préoccupant pour nous, c'est la décorrélation potentielle entre la France, d'autres pays européens ou les États-Unis, qui, eux, aujourd'hui, sont en train de repartir. C'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de freiner, alors que d'autres zones, pays, la Chine, l'Asie évidemment, les États-Unis, on parle de 6, 7, voire 8% de croissance aux États-Unis, alors qu'eux ont beaucoup moins baissé que nous l'an dernier. On se retrouve quelque part en décalage avec les pays qui sortent des restrictions, notamment certains pays européens, l'Irlande, le Portugal. Exactement. Donc là, alors malgré tout, c'est un sujet pour vous, ça, c'est un sujet? Oui, c'est un sujet. Alors malgré tout, les activités industrielles sont relativement protégées par les mesures de confinement. Elles peuvent continuer, notamment, je crois, que les concessions automobiles vont rester ouvertes, par exemple. Donc ça, c'est un élément hyper important. Mais malgré tout, il y a des choses, les curseurs bougent. Et là où nos pays concurrents reprennent finalement une activité de plus en plus normale, on peut regarder l'indicateur, par exemple, aérien sur le marché domestique américain est revenu à son niveau d'avant-crise. Donc sur les vols, aujourd'hui les avions ont le même niveau de remplissage que sur les avions intérieurs, sur les vols intérieurs. Donc c'est très préoccupant pour nous. Parce que pendant ce temps-là, on continue à compenser. Donc d'une façon ou d'une autre, il faudra quand même payer l'addition. Et donc il y a des pertes de parts de marché qui ne sont pas conjoncturelles, mais qui peuvent être définitives avec dans quel secteur, dans plusieurs industries. Alors nous en plus, on a une spécialisation sectorielle qui est quand même assez défavorable dans le contexte Vous, on parle de la France là. Oui, voilà, nous la France. Je pensais que c'était SIA Partners. Non, nous ça va, mais sur la France, il y a ça. Mais on a bien vu, il y a plein d'indicateurs qui sont sortis sur une dégradation de la compétitivité française dans le domaine industriel l'année dernière, avec des chiffres à l'export qui étaient quand même pas très bon, et des pertes de parts de marché. Et donc c'est vraiment ce sujet de parts de marché qu'il faut regarder, parce que tout le monde baisse, donc à un moment donné, tout le monde baisse, mais ce qui est important, c'est de regarder s'il y en a qui baissent plus que d'autres, et est-ce que ça va toucher des éléments structurels. La France, dans cette crise, va perdre plus de parts de marché que les autres? Ça paraît aujourd'hui assez clair dans ce qu'on a. Il y a des études de Rexecode qui sont sorties déjà l'année dernière. Malgré tout ce qui a été fait, toutes les aides, on parle de cette facture pour l'État, tout ce qui a été... Oui, mais les aides, tout le monde commence à comprendre aussi qu'à un moment donné, voilà, c'est juste du défensif et il faut reprendre l'action. Donc les dirigeants français sont à la manœuvre. Donc aujourd'hui, tout le monde prépare l'après. Et ça, c'est à plusieurs niveaux. Il y a les réorganisations s'enchaînent dans les grands groupes. Il y a même des grands groupes, on n'a pas dit, ce sont vos clients, encore une fois. SIA Partners, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plutôt effectivement pour les très grands groupes ou les gros ETI et éventuellement aussi les grandes administrations. Donc effectivement, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une préparation de la suite et je dirais une préparation qui est sans tabou. C'est-à-dire qu'on va avoir la réorganisation traditionnelle, des rotations de portefeuille d'activité, là aussi sans tabou, et des restructurations. C'est-à-dire qu'y compris des grands groupes vont restructurer de façon un peu plus dure que ce qui existait dans les vagues précédentes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une exigence
de se préparer au monde d'après qui est déjà là en fait. Et que, se préparer au monde d'après, c'est pas seulement réduire le nombre de postes salariés. Hein, non, pas du tout. Notamment, c'est des révisions de portefeuille d'activité, des recentrages pays. Donc on sort de ce pays-là, on sort de cette activité-là. Et en plus, en toile de fond, on a la transformation avec la RSE qui prend l'ampleur et l'arrivée de l'administration Biden va accélérer le déploiement de la taxonomie ESG. Il faut expliquer la taxonomie ESG, ce que c'est. Ça veut dire qu'en gros, on va classifier, pour les investisseurs financiers, on va classifier les activités entre celles qui sont les bonnes et celles qui sont les moins bonnes. Celles qui sont polluantes et celles qui ne le sont pas. Voilà. Et donc, par exemple, ça va être les Américains qui vont décider si le nucléaire est vert ou pas. Ça ne sera pas ni les Allemands ni les Français. Et donc ça, c'est en train de se préparer. Et malheureusement, l'Europe n'a pas profité de l'ère Trump pour se mettre d'accord. Ça fait 4 ans qu'il y a des discussions en Europe, 4 ans d'échecs de discussion. Et donc là, les Américains arrivent avec la puissance des gestionnaires d'actifs et ce sont eux qui vont formater ce qui sera bon ou pas bon du point de vue RSE. Mais donc, les entreprises l'anticipent. Point de vue RSE ou ESG, vous me diriez? ESG, on va dire, voilà, mais si on prend le secteur de l'énergie, je pourrais vous faire de dessin, mais il y a des groupes qui font par exemple des énergies de type fossile. Bon, elles s'accélèrent. D'ailleurs, on voit l'interview du patron de Total cette semaine dans l'Express, qui est génial, où il dit « J'en ai marre d'être à la tête d'un pétrolier qui est détesté par tout le monde ». Oui, mais sa préoccupation, c'est quand il discute avec les investisseurs et qu'ils lui disent qu'ils risquent de retirer leurs fonds si à un moment donné, ils ne sont pas à la pointe de cette transformation-là. Alors, d'ailleurs, il y a une confusion entre rotation et transformation, parce qu'à la fin, si on vend du pétrole pour acheter des énergies renouvelables, on n'a rien transformé, parce qu'en fait, ces énergies fossiles, elles sont rachetées par d'autres, on va dire une forme de capitalisme un petit peu différent, du brown money, comme on dit, et à la fin, on n'aura pas transformé. Ce qui est très important. Pour Total, vu de Total, c'est une transformation, mais vu du bilan carbone général, ça n'aura pas forcément un impact délirant. Donc, ce qui est important, dans certains métiers, là par contre, il y a de la transformation. Quand vous prenez dans le secteur automobile, quand on fait baisser les émissions de grammes de CO2 par kilomètre parcouru, là, vous avez de la transformation, parce qu'on ne va pas vendre un parc de diesel pour acheter un parc de véhicules électriques. La politique européenne est la bonne en matière d'automobile? Parce que pour le coup, les baisses d'émissions de CO2 sont assez drastiques, imposées aux constructeurs, et en même temps, je ne sais plus qui me disait, mais le plus grand constructeur automobile électrique, il n'est pas européen, il est américain, c'est Tesla. Oui, alors après... c'est Jean-Marc Vittori des Échos qui me disait il y a l'innovation et nous en Europe on a la réglementation alors que les Américains eux ils innovent. Oui, mais bon, je pense qu'il y a des constructeurs européens qui peuvent faire des choses à l'échelle. On voit très bien avec Volkswagen, avec d'autres. Volkswagen. Oui, pareil. C'est un poisson d'avril. Hein. Oui, mais bon, pourquoi pas. Mais là, c'est de la vraie transformation. C'est-à-dire que quand on est obligé de revoir les procédés industriels, etc. Alors, est-ce que c'est plus vert à la fin? Parce qu'il y a des débats quand même aussi pour savoir si il y a quand même un accès aux matières, aux métaux rares, etc. Enfin, il y a quand même des débats et c'est pour ça qu'il y a de la taxonomie qui sera nécessaire pour être le juge de paix. Et donc c'est ça qui va déterminer les choses. Mais les grands groupes se préparent. Et c'est donc de la rotation ou de la transformation d'activité. Et puis là, en ce moment, tout le monde se prépare aussi à du numérique à l'échelle, parce que évidemment... C'est un truc qu'on a entendu chez tout le monde. Tous les patrons des cabinets de conseil m'ont dit, mais ou même les patrons de boîte, on a fait plus en 3 mois qu'en 3 ans. Enfin, je sais plus quel était oui, parce qu'il y a des verrous qui ont sauté et qu'effectivement, il faut accélérer. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui sont dos au mur. Et donc ces transformations-là, elles se font parce qu'on ne peut plus attendre. Donc il y a une accélération du rythme de ces transformations et c'est plutôt une bonne chose. La question aussi pour un certain nombre de grands groupes, quand vous êtes Carrefour et que vous êtes face à Amazon, il faut que vous ayez quand même aussi des investisseurs qui acceptent que vous fassiez cette transformation-là. Parce que autant dire que ça touche quand même potentiellement vos résultats trimestriels. Et tant que vous n'êtes pas un groupe de tech bien identifié, on n'accepte pas forcément toujours les contre-performances intérimaires. Ouais. Donc c'est là la difficulté et c'est ce à quoi les managements doivent se préparer. Elles se réorganisent aussi avec des chaînes de commandement beaucoup plus réduites. Ouais, et des COMEX qui fondent. Oui, moi je pense... Il y a moins de monde dans les COMEX. Il suffit de regarder au fur et à mesure du temps. C'est pour une question de coût, c'est une question de une gestion en règne plus courte de la boîte. Et puis quels sont les profils qui trinquent pour le coup? Alors, je pense qu'on a besoin d'agilité aujourd'hui. Donc l'agilité... c'est le maître mot ça. Résilience, agilité, je l'entends. Donc l'agilité, concrètement, ça se traduit parfois par un nombre de structures hiérarchiques qui va se réduire. Donc un exemple, vous avez des groupes qui organisent l'activité Europe du Sud et Europe du Nord. Bon, ils vont avoir un seul plateau, Europe. Et on garde celui qui s'occupe de l'Europe du Nord. Ça dépend.
ça dépend des groupes. Mais donc ça, c'est évident qu'il y a des échelons intermédiaires qui vont tout à fait disparaître. Et donc, ça se traduit par une réduction des tailles des comités exécutifs. Et on le voit, réorganisation par réorganisation, nouveau management par nouveau management. Évidemment, souvent, on se concentre sur le CEO parce que c'est ce qui est le plus visible. Oui, il y a des mouvements dans les CEO. Mais on peut regarder. On a eu Unibail, on a eu Danone. Mais à la réalité, c'est qu'à chaque fois, c'est 15-20% de postes en moins dans les comités exécutifs. Et avec des resserrements des chaînes de commandement plus restreintes. En même temps, s'il y a des plans de suppression d'emplois dans l'entreprise, c'est pas aberrant non plus que les COMEX non, mais c'est l'effet un peu zoom aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on voit aussi l'utilité, enfin maintenant qu'on peut court-circuiter un certain nombre de canaux hiérarchiques, on voit aussi qu'il y a une utilité qui n'est pas toujours démontrée. Donc ça amène de la réorganisation réelle. Ouais. Pour les collaborateurs, parce que vous le disiez, Mathieu Courtecuisse, qui sont pour beaucoup à bout, démobilisés, il y a un sujet pour les patrons, pour les employeurs, de devoir justement travailler sur cette remotivation, remobilisation, comme on dit. Il y a un vrai sujet. Ou c'est trop tôt, parce que pour l'instant, on est dans la gestion de crise et que même si le patron il regarde la campagne de vaccination, son avancée, ils sont déjà là-dedans aussi, les employeurs? Oui, parce que, comme je disais, finalement, le moral des dirigeants reste quand même supérieur à celui qui peut exister dans les troupes de façon générale. Donc ce décrochage est quand même préoccupant. Et donc, le capital humain qui est au cœur de tout ça, évidemment, on ne pourra pas remobiliser sans conduire un certain nombre d'actions. Donc, beaucoup de management réfléchit aujourd'hui à repenser le modèle hybridé de travail. Donc, ça va être très intéressant parce que finalement, comme on va revenir là-dedans en décalé par rapport aux États-Unis. On voit là les annonces de réouverture qui sont en train de se faire aux États-Unis. Par exemple, Microsoft vient d'annoncer une réouverture des campus à hauteur de 20%, là où ils étaient quand même totalement fermés depuis le mois de février quand même de l'année dernière. Et avec des plans de réouverture, avec des nouvelles propositions en matière de modèle hybridé de travail et avec un mapping en fait du capital humain qui va être très différent de ce qu'il était avant en termes de présence au bureau. On tendra vers quoi? On tendra vers quoi dans le rapport télétravail présentiel? Alors, à terme. Bon, c'est assez difficile de répondre de façon générique, mais moi je pense que c'est surtout une opportunité en termes de réaménagement du territoire. C'est-à-dire que il va y avoir la possibilité pour un certain nombre de professions qualifiées de pouvoir aller habiter ailleurs que dans tranquillement à la campagne, les grands centres urbains, et qui pourront éventuellement aller plutôt dans les villes moyennes, à proximité des hubs de type TGV, et qui permettront d'avoir un mode de travail relativement différent. Ce qui honnêtement est une bonne chose pour ces gens-là. C'est pour ça que je dis comme une opportunité. C'est aussi pour la France un risque parce que aujourd'hui l'ensemble du coût de la protection sociale repose sur ces personnes qualifiées et qu'on se retrouve aujourd'hui avec un coût du travail qualifié qui n'est pas très compétitif par rapport à nos voisins. Donc il y a des écarts. C'est pas un sujet qui est nouveau, ça. Oui, sauf que maintenant il y a une intensification. Il y a 2-3 ans, on aurait dit pareil. Non, mais sauf que le jour où vous vous dites, bon, bah, moi je pourrais faire mon émission finalement depuis Barcelone ou depuis Amsterdam, parce que je pourrais inviter mes je comprends, avec la protection, donc moins de cotisations sociales. Exactement, et on a des écarts, je rappelle, pour un salaire à 50 000 €, c'est 35 points de coût en plus en France qu'en Allemagne. Et que, en fait, 35 points en différentiel? Oui. Vous êtes sûr? 45 points pour les salaires à 100 000 €. Et donc en différentiel? En différentiel. Donc c'est considérable. Et donc là, on rentre dans une nouvelle séquence de mondialisation sur les métiers de services à valeur ajoutée qui peuvent être soit dans des boîtes de services. Qui peuvent être délocalisés. Évidemment, on peut travailler de façon extrêmement différente. Si vous devez venir. Mais si c'est un salarié français qui travaille depuis une ville moyenne, je ne sais pas, en France, alors, la question ne se pose pas pour le coup. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des écarts de rémunération. La protection sociale. Voilà. Non, alors si les gens vont en province, dans des petites villes de taille moyenne. Et tant mieux, ça revaut même, entre guillemets, ça remet de la compétitivité. Non, mais ça réaménage un peu le territoire. Oui, sauf qu'il y a des cadres qui préfèrent quand même rester dans une ville de type, je dirais, avec un accès à un aéroport, etc., des infrastructures scolaires. Et il faut aussi avoir du boulot pour les conjoints dans ces cas-là. Donc ça, c'est des sujets. Mais par contre, on est au cœur de ça. Moi, je vois, alors c'est des annonces relativement discrètes, mais un certain nombre de groupes français qui commencent à dire on va déconcentrer dans le territoire français, y compris des groupes de services. Donc, ils considèrent des villes comme Nantes, Angers, Laval, pas mal dans l'ouest de la France. Et il va y avoir une pensée du réaménagement du territoire. Alors, il faut tout faire pour que ce ne soit pas l'État qui s'en occupe, que ce soit vraiment les entreprises et les filières qui proposent de construire des nouveaux écosystèmes avec des centres de recherche. Mais tout ça, c'est positif, pardon. Le négatif, ce serait des délocalisations, encore une fois, de cadres à l'étranger. Là, pour le coup, il y a un vrai sujet. Oui. Il y a une inquiétude, d'ailleurs, là-dessus? Oui.
Oui, oui, ça a déjà commencé, hein, je peux vous le dire. Depuis, parce que maintenant, ça fait quand même plus d'1 an que ça dure. Donc, il y a des choses qui sont déjà en train de se passer. Donc, il faut prendre le sujet de façon extrêmement sérieuse. On est dans une nouvelle séquence de mondialisation, encore une fois, avec une nouvelle grammaire qui s'écrit, notamment dans tout ce qui environne la valeur ajoutée. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais évidemment, les grands groupes regardent de très très près. Et donc, il va y avoir plein de décisions qui vont se faire en termes de repositionnement d'un certain nombre de centres d'exploitation, etc. Bon, et un petit mot des patrons, juste. Il y a les assemblées générales qui vont arriver d'ici peu pour les boîtes cotées. Sur la question des bonus, etc., pour les sociétés qui ont bénéficié d'aides de l'État, est-ce que, on sait qu'un bonus, c'est en général 30% d'une rémunération, est-ce qu'il faut voilà, qu'ils n'en touchent pas, qu'il soit réduit? Comment ça va se passer? Parce que je pense que les actionnaires vont regarder ça de près. Bah, je pense que ça va dépendre aussi de la... Faut montrer l'exemple ou pas? Je pense que les patrons doivent de façon générale être exemplaires. Donc après, quand on a dit ça, il faut regarder aussi les résultats propres à l'entreprise. Ouais. Alors, la plupart des grands groupes, quand même, n'ont pas vraiment... Oui, il n'y a pas de catastrophe. Ah, pardon. Il n'y a pas de catastrophe sur les résultats. Non, disons que c'était relativement bien anticipé. Il n'y a pas eu de surprise, je dirais. Voilà. Non, et en plus, les cours, comme vous voyez, sont relativement maintenus parce qu'il y a aussi une séquence où il y a quand même pas mal de transactions, il y a pas mal ça bouge quand même du côté des marchés financiers. Il y a quand même un appétit aussi pour des acquisitions qui est quand même relativement important. Donc les cours se tiennent plutôt, les résultats ont été relativement résilients. Et donc alors? Et donc moi je considère que les patrons ont plutôt bien fait leur travail. Donc la question se pose aussi parce que les banques centrales ont mis de l'argent, plein d'argent, que les cours sont montés. C'est pas nécessairement lié au travail du patron. Hein. Bien sûr. Et puis en plus il y a un surinvestissement sur ce qu'on appelle les segments Covid-proof, c'est-à-dire les segments Covid-proof qui ont résisté quand même à l'écosystème actuel. Bon, en tout cas, je note que vous reparlez du poids de la fiscalité, hein, qui est un sujet qui a été mis un petit peu sur les entreprises, qui a été mis de côté pendant la crise, et vous nous en reparlez, et donc ça peut être un frein à cette reprise économique. Je pense que d'ailleurs l'administration américaine, la décision de l'administration américaine est pour le moins étrange. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il y a... Joe Biden, on en parle juste après, effectivement, voilà, qui va augmenter le taux d'IS de 21 à 28%. 28%, donc c'est moins pour financer une partie du plan géant d'infrastructures. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Mais bon, en tout cas, dans cette séquence-là, je ne suis pas convaincu du bien fondé de cette approche. Bon, on en parle d'ailleurs juste après. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci. Mathieu Courtecuisse, donc le président de SIA Partners, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.